accueille encore quelques participants. Je vois qu'il y en a qui s'installent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, après, comme vous voulez, mais à essayer de descendre et de vous regrouper un petit peu pour les conférenciers. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un public un peu plus compact plutôt que des gens très diffus dans la salle. La relation qu'ils peuvent mettre en place avec vous est vraiment facilitée quand vous êtes plus sur le devant. Donc n'hésitez pas à descendre des sièges les plus hauts. Pour introduire cette nouvelle conférence, une petite phrase que je vais vous laisser méditer quelques instants. La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. Alors, on va accueillir donc dans un instant Mehdi Kershaoui, qui est donc responsable de l'antenne Pays de Loire de Mosaïque RH. Et il va vous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, c'est la diversité, l'inclusion dans le recrutement. Mehdi Kershaoui. Bonne conférence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous voir présents ici. Et puis, on m'a dit qu'il faut que je profite de la salle. Du coup, je vais un peu me reculer et m'approprier les lieux. Je suis vraiment ravi parce que la thématique aujourd'hui sur le recrutement et le management inclusif est un vaste sujet. Et 20 minutes est assez court, mais l'objectif est vraiment de vous partager. En fait, vous faire prendre conscience de cet enjeu et qu'à la fin de cet échange, vous allez pouvoir vous l'approprier. Donc, j'ai vraiment pas la prétention de vous donner les outils immédiatement pour le recrutement et le management inclusif, mais de vous la présenter quelques faits, tout simplement. Avant tout ça, la première slide. Avant tout ça, je vais vous présenter des histoires réelles qui ont vraiment existé sur des faits avec des gens que je connais directement sur ce fait du recrutement et de l'inclusion et des discriminations qu'on peut avoir. Alors, la première personne que je cite, la première personne que je cite est Jack Ma. Donc cette personne a eu. Est-ce que vous le connaissez ? Non, pas du tout. Jack Ma était un succès en même temps, mais là, avant d'arriver à son succès, il a eu énormément d'échecs, parce qu'il était cancre à l'école. Personne ne le trouvait très perturbateur. Il était mauvais en maths, il n'était pas forcément bon pour ça. Il a été refusé une dizaine de fois à l'école de police, donc en Chine. Il a été recalé aussi à KFC. Donc sur 24 prétendants, un seul n'a pas été retenu. Je vous laisse deviner qui. Voilà, Jack Ma. Donc voilà, c'est un des exemples de ces enjeux-là sur cette personne-là. Et en fait, c'est le fondateur d'Alibaba, si vous connaissez. Donc fondateur d'Alibaba, qui fait partie des plus grandes richesses au monde, qui est même la première de Chine. Donc on voit la puissance. Et pourtant, cette personne a été à plusieurs reprises mis à l'écart et pas mis en avant par rapport à ses talents et ses compétences, mais plutôt discriminé parce qu'en fait, il venait d'une petite bourgade. Il n'avait pas pu faire d'études parce que il venait d'un milieu de modeste et pas les moyens de se les payer et avec ses fortes difficultés. Et en fait, c'est juste pour montrer l'importance des échanges qu'on va avoir et dans le mode de management et de recrutement où je vais mais vous présenter un peu un cadre, mais qu'on devrait utiliser tout au long de l'échange et même dans le recrutement et dans le management. Le premier est l'écoute, mais vraiment avoir une écoute active. C'est vraiment important parce que souvent on écoute, on a des préjugés ou on donne déjà un avis lorsqu'on ne connaît pas une personne. Alors elle arrive, elle peut être en fauteuil, là je vois un fauteuil, mais elle peut être petite, elle peut avoir de forte corpulence, elle peut être de couleur et haute. Et des fois on nous parle et nous on est déjà en train de penser à autre chose. Le deuxième est cette bienveillance. La bienveillance c'est important, il y a débat sur ça, mais pour moi en tout cas c'est vraiment important. Parce que déjà l'exercice n'est pas forcément facile, on doit prendre ce recul et puis on a le droit d'être gentil dans cette démarche, de prendre un peu de recul. Et le troisième, l'ouverture. Il faut vraiment s'ouvrir. Donc voilà, je répéterai ces actions à plusieurs reprises. Mais il faut vraiment être ouvert pour essayer de comprendre les autres, aller chercher à savoir et non pas rester sur ses a priori, sur sa posture et autres.
Je vais vous raconter de petites histoires sur des faits réels. Que quotidiennement, on fait du recrutement, on fait de l'accompagnement, et on voit énormément de faits. Et lorsqu'on échange avec certains candidats sur des profils juniors ou cadres expérimentés, on a eu ces retours. Et j'en ai une particulièrement qui m'a interpellé avec un acteur avec qui on travaille en plus, que je connais, et une candidate qui avait un profil atypique. Donc ça, on en parle beaucoup des profils atypiques. Et elle avait un profil atypique parce qu'elle était juriste de formation, elle avait énormément de créativité et elle a osé postuler à une offre de chargée de communication dans le milieu de la mode. Et en fait, elle a vraiment poussé sa recherche, mais vraiment, elle a poussé sa recherche, elle a fait des actions sur l'entreprise, elle est partie regarder leurs valeurs, la démarche RSE, comment ils voulaient communiquer auprès de leurs clients et de leurs différents partenaires. Et du coup, elle a fait une présentation, elle a créé une box carrément, où elle a mis plein d'outils dedans, plein de petits rappels des différentes valeurs sur le coton bio, sur les valeurs qu'il pouvait avoir l'entreprise, et elle a envoyé sa candidature comme ça. Déjà, dans un premier temps, on voit cette première compétence de la créativité. Ils l'ont reçue au niveau du siège et ils ont été surpris de cette candidature. Ils l'ont trouvée géniale, vraiment géniale. Et c'est remonté jusqu'au niveau de la direction internationale, mais vraiment au sein du directeur. Et du coup, dans cette deuxième étape, elle a été reçue en entretien et elle est arrivée. Et lorsqu'on est arrivé, on lui a dit « Ah, c'est vous ?» Et là, on se pose ces questions. On lui a dit « Ah, c'est vous ?» pour la simple et bonne raison, c'est le début de l'entretien, pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait pas le profil type du stéréotype de la personne en communication, du stéréotype qu'il voulait avoir dans la mode, donc une grande personne, plutôt élancée, avec un profil plutôt hype, comme ils peuvent l'appeler. Et elle s'est pris ça en pleine face, directement. Et on lui a dit une phrase tout au long de l'entretien qui a été très dure pour cette personne. On lui a dit, mais en fait, c'est comme quand on nous parle d'un bon film, et en fait, quand on le voit, bof. Mais c'est un fait réel. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit là-dedans ? On s'aperçoit que la personne a fait un travail extraordinaire, extrêmement réfléchi, super créatif, qui leur correspondait parfaitement, parce que quand ils l'ont au téléphone, ils étaient contents. Et en fait, on n'a retenu aucun des critères objectifs de cette personne, de son talent. On est resté sur son physique. Parce qu'en fait, cette personne, elle était petite de taille, un peu introvertie. Normal, elle avait un peu la pression au niveau de l'entretien, pas toujours évident. Et du coup, on l'a jugée sur ça, mais pas sur ses compétences. Aujourd'hui, elle suit son parcours et elle s'en sort très bien. On a travaillé ensemble et voilà, c'est un réel, vrai talent. Et voilà. Là, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise s'est privée d'un talent. La deuxième histoire, rapidement, qui est celle d'une personne qui est venue nous rencontrer tout récemment, il y a 2 mois. Et je l'ai prise comme exemple. Et en fait, il a un nom à consonance étrangère. Et cette personne, lorsqu'il a été, du coup, il a grandi, et donc il était vendeur de tapis, il a commencé comme ça. Et il travaillait pour une grande enseigne au niveau international. Et en fait, il était obligé de changer de nom quand il s'est présenté au niveau des entreprises, parce qu'il avait un nom à consonance turque, pour faire simple. Et du coup, au bout d'une centaine et de centaines de candidatures, pas de réponse, il a changé, et il s'est appelé Michel. Il s'est appelé Michel, pas pour rien, c'est qu'en fait, quand il était vendeur de tapis, pour mieux vendre ses tapis à l'étranger, il s'appelait Michel. Du coup, les étrangers français qui venaient en Turquie pour parler avec lui, c'était plus simple, car il parlait français, il était originaire. Et voilà. Et on lui a dit, du coup, il a réussi à trouver un emploi. Il a très, très, très vite grandi, un poste à responsabilité en tant que cadre dirigeant sur l'entreprise. Et à un moment, on lui a dit, mais non, en fait, il faut que tu gardes ton nom. Il ne faut pas que tu t'appelles son prénom, je ne vais pas le citer, mais il faut que tu restes t'appeler, et tu vas t'appeler Michel. C'est mieux parce que dans le codir, on préfère. On préfère. Et là, en fait, il s'est senti totalement encore exclu. Est-ce qu'on vise et on juge par rapport à un patronyme, par rapport à une orientation sexuelle, par rapport à une provenance géographique ? Vous venez d'un quartier prioritaire et vous êtes mis de côté. Est-ce que vous êtes valorisé par rapport à vos mœurs ? Vous pouvez fumer. Aujourd'hui, d'autres ne vont pas l'apprécier. Vous pouvez être jugé et analysé sur les biais discriminants par rapport à votre droit de grève. C'est une petite sensibilisation que je vous apporte. Et en fait, tous ces critères sont des critères qu'on appelle subjectifs. Ça ne valorise pas un talent. Ça valorise juste
une posture qui est quelconque, mais qui ne valorise pas vos critères objectifs qu'on peut transponder à une offre d'emploi. Et ça, c'est vraiment important de se le mettre en tête, toujours partir avec cette vraie écoute active. Est-ce que les compétences de cette personne peuvent être introduites par rapport à nos besoins en termes de compétences, et uniquement en termes de compétences, et non pas entendre on veut uniquement telle école, on veut pas de femmes sur l'industrie, ça va être compliqué, mais vos enfants, vous allez les garder comment? Ça, on l'a encore entendu hier. Voilà. Donc, juste pour vous dire que la puissance de la diversité, c'est vraiment de créer de la complémentarité. C'est vraiment important. Et créer de la complémentarité, c'est vraiment créer les conditions de succès de performance humaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parle de ressources humaines, en entreprise et pour l'entreprise. On parle de 1. L'exemple que je peux vous citer, il y a des chaises là-bas. Ici, on va avoir une chaise et on va demander à l'équipe A de s'en occuper et de nous améliorer cette chaise en termes d'innovation. Et ici, on va avoir l'équipe B. L'équipe A va être composée d'ingénieurs très qualifiés, d'une grande école, très reconnue, qui font du très très bon travail. Ils sont géniaux, ça c'est génial. Et l'équipe B va être avec une personne de cette équipe d'ingénieurs, donc de très grande école, on va l'avoir, mais on va retrouver aussi d'autres profils. On va avoir des profils universitaires. On va avoir des profils plutôt atypiques, avec un parcours entrepreneurial, qui vont être présents. Et en fait, dans ces études, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'équipe A va très bien fonctionner, donc en termes de production, mais en termes d'innovation, vont être plus limitées. Parce que l'innovation, on va la retrouver plus dans l'équipe B, car elle a eu une équipe plutôt diversifiée. Et la diversité, pour avoir cette faculté d'innovation, on a besoin d'avoir de la créativité. Et pour avoir de la créativité, on a besoin d'avoir différents cerveaux qui pensent différemment. Parce que l'équipe A va penser process du même domaine d'activité dans lequel ils travaillent. De leur école, ils ont appris comme ça, ils font fonctionner de telle et telle manière. L'équipe B, ça va fuser en termes d'idées. Ça va vraiment y aller, et là, on va plutôt avoir un résultat extrêmement innovant. Et ça, c'est la valeur de la diversité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on doit encore évoluer sur ces process. Je vous dis ça pour quelle raison? On a vu sur les parcours, ils se sont pris des freins, pour faire dire, par rapport à des biais, par rapport à leurs compétences. Mais l'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est issu de cette diversité, donc qu'est-ce que ça veut dire? La diversité, c'est vraiment le grand tout le monde. Mais chacun, déjà, a eu son idée en tête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est issu de cette diversité, au sens large, donc plus éloigné ou ethnique, avec lesquels on peut avoir des discriminations, et quand on est jeune étudiant, on met 3 fois plus de temps pour trouver un emploi. Alors ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, la moyenne est à peu près de 6 mois lorsqu'on sort de ces études pour trouver un emploi. Et du coup, 3 fois plus de temps quand on est discriminé sur plusieurs critères. Et les faits sont les suivants. De 0 à 6 mois, on se dit, je viens d'arrêter de travailler, j'ai droit à un peu de repos, j'ai droit de prendre du recul sur mon projet professionnel, j'ai droit de prendre un peu de vacances. Et du coup, de 0 à 6 mois, on commence à se chercher, on se pose différentes questions, on prend un peu de temps. Et passé ces 6 mois, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. On n'a pas encore trouvé l'emploi qu'il nous fallait, et on rentre dans la deuxième phase. Et cette deuxième phase est cette perte de confiance. Et là, peu importe les profils, perte de confiance. Je suis nul. Est-ce que je me sens prêt, vraiment, à reprendre ces activités? Est-ce que je commence à avoir peur? Je me dis que je ne suis pas compétent maintenant. Ça va être difficile. Et là, on ne trouve toujours pas d'emploi. Parce que 3 fois plus de temps, on arrive plutôt à 18 mois. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive à 10 mois, 12 mois, selon les différents profils. Et lorsqu'on passe sur cette phase-là, on arrive sur la phase où je vais me victimiser. Oui, parce que maintenant, à 45 ans, on est senior. On ne veut pas de moi. C'est sûr. C'est sûr qu'on ne veut pas de moi. Je suis senior. On préfère prendre que des jeunes. Et ça, on l'entend. Je m'appelle Mehdi. Du coup, on ne préfère pas. J'ai un handicap. Et en fait, ça, c'est tout ce qu'on essaye d'éviter. Vraiment. Parce que du coup, on n'arrive pas à se valoriser. On ne se valorise plus. On vient et on se plaint en entretien.
Et ça, c'est le rôle de tous et tout à chacun de prendre, et pourquoi je parle d'écoute active et de bienveillance, c'est qu'à un moment, on a ces a priori-là quand on échange dans le recrutement. Et trop souvent, des fois, on blesse, on ne prend pas le temps, et en fait, les deux sont perdants. Autant le candidat, quand on arrive à des critères de la sorte, et autant l'entreprise ou l'organisation, ça peut être une institution, qui se prive de talent. Et ça, c'est dommageable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le voyez derrière moi, la diversité est source de performance. Je vous ai montré tout à l'heure l'histoire avec les chaises, mais lorsqu'on intègre la diversité dans une organisation ou dans un comité exécutif, donc là c'est une étude de McKinsey, on a 33% de plus d'avoir des résultats financiers supérieurs à la moyenne. On parle de résultats financiers, il ne faut pas oublier l'humain, mais une organisation, une entreprise doit créer de la valeur. Mais comment doit-elle créer de la valeur? Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, donc l'entreprise qui affiche le taux le plus élevé de dirigeants de sexe féminin, ont aussi un rendement financier supérieur de 34%. Donc là, on voit l'importance, quand on parle d'égalité femmes-hommes, arriver à un stade où il y a ce plafond de verre, on va dire, non, stop, sur le comité de direction, c'est un peu plus complexe, et du coup, là, on va mettre des freins. Donc la diversité dans sa globalité est source de performance. Par contre, pardon, ça a été trop vite. Voilà. Trop tard, allez. Par contre, il va falloir la cadrer. La diversité ne peut pas être juste intégrée de la sorte. Du coup, il faut pouvoir travailler plutôt sur le management inclusif. Mais du coup, qu'est-ce que le management inclusif? Qu'est-ce qu'un bon manager? Un bon manager, je vous ai cité tout à l'heure ces 3 actions d'écoute, mais vraiment d'écoute active qui sont importantes. De bienveillance. En fait, le message, c'est qu'on a le droit d'être gentil. Il y a eu beaucoup de débats sur se dire mais gentil ou pas, mais en fait, on a le droit d'être gentil. C'est pas problématique. Parce qu'aussi, on a le droit de dire non. Mais quand on dit non, on ne dit pas non à une personne. On dit non à un projet, simplement. Et ça va être le rôle du manager, de mettre cette démarche d'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, on va être face à des profils divers et variés dans l'organisation, et d'où l'écoute active. L'objectif est de comprendre la personne et de les embarquer dans un projet qui est commun. Et ça, souvent, on le néglige. Il faut souvent se dire que dans ce mouvement de management inclusif, c'est de se dire que je dois être ouvert à la différence. Il faut que je sois ouvert à la différence pour comprendre, car il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et ça, c'est vraiment important dans cette démarche. C'est important dans cette démarche, mais trop souvent négligé. Parce que quand on vous met un manager, je ne sais pas si vous l'avez déjà connu, on a un bon vendeur. C'est le meilleur vendeur, et hop, on le pose manager. Et trop souvent, il se sent complètement dépité, parce qu'il faut avoir certaines valeurs et certaines postures lorsqu'on veut être un bon manager, en tout cas, ou un management inclusif. Certaines personnes dans ces profils ont besoin d'être très, très accompagnées, très cadrées et souvent séquencées avec un travail journalier et du coup être structurées. Les deuxièmes publics, type en profil diversifié, les HPI. Est-ce que vous connaissez des HPI? Les HPI, ce sont les hauts potentiels intellectuels. Et les hauts potentiels intellectuels, ce sont des profils souvent discriminés, parce qu'introvertis ou extravertis, ça va très très vite, très mal compris. Et du coup, ils sont souvent mis de côté. Et ce type de profil, eux, ont besoin d'avoir plutôt un cadre assez large, une mission, et on les laisse travailler. Et on les laisse travailler donc à la semaine sur un projet, et voilà, ils peuvent s'exprimer. Ça, c'est vraiment important dans ce type de management inclusif. Donc vraiment l'écoute, je le répète, vraiment l'écoute active, cette bienveillance et cette ouverture. Cette ouverture pour se dire que je n'ai pas forcément toujours la bonne solution, et surtout qu'il n'y a pas qu'une seule bonne solution. Vraiment qu'il n'y a pas qu'une seule bonne solution. Donc moi, le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui, c'était juste de vous faire prendre conscience de l'enjeu de la diversité dans vos organisations, avec les différents acteurs, de montrer la puissance que ça a, parce qu'en fait, elle est représentative de notre environnement. Et du coup, formez-vous, accaparez-vous ce sujet, posez-vous les bonnes questions, échangez avec les différents acteurs, et puis pour finir, juste osez. Oser, et on est dans la fabrique du changement, donc conduire le changement, c'est vraiment oser et aller vers. Voilà. Merci.
Merci Mehdi. Bravo. Merci. Comme d'habitude, on lance le code klaxon. Vous vous connectez, vous nous proposez quelques ressentis. Je posais mes chaises. Ouais. Alors, le management inclusif, le recrutement responsable, des pratiques que vous vivez, des pratiques que vous visez. T'inquiète pas, Mehdi, on va ranger. On va ranger après, t'inquiète pas. Ouais. Ça me permettait un peu de dégager ce petit stress. Lorsqu'on est en scène et pas au même niveau, on a toujours... d'où la bienveillance. Alors, regarde ce que tu as réussi à passer comme valeur, comme envie, comme ressenti. Intéressant. Gentillesse. Un mot fort dans le domaine du management, la gentillesse. Diversité, inclusif, évidemment. Ok. Inspirant, merci à toi. Merci à vous d'avoir été inspiré. Tu peux réagir un petit peu sur ce que tu vois là ? En fait, déjà, je vous remercie pour votre bienveillance. L'exercice n'est pas toujours évident lorsqu'on est sur scène, même pas au même niveau. Mais via ces différents mots, même si on dit inspirant et autres, c'est un sujet qui est quand même vaste, qui est quand même assez même délicat souvent à apporter, parce que quand on parle de ces sujets-là, des fois, soit on se sent peut-être des fois agressé, ou soit des fois on a déjà vécu. Et je pense que tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a vécu une des situations. Et vraiment, l'objet, c'est vraiment de s'accaparer ce sujet, vraiment d'en prendre conscience, d'aller chercher et de découvrir ce qui se cache derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est une source de valeur, mais une source de valeur humaine. Je ne l'ai pas cité, mais la diversité en entreprise, c'est une source de bien-être. Et en gros, la diversité en entreprise, ouais, super. Une richesse. C'est une vraie richesse, vraiment c'est une vraie richesse, mais ça fait du bien en fait. Ça fait du bien, mais vous savez, même pour tout, là souvent on parle diversité, origine, culture, orientation sexuelle et autres, mais souvent je le dis juste de vous affirmer. En fait, trop souvent on a des idées et on a peur de les partager, parce qu'on va se sentir regardé, on va se sentir peut-être exclu d'un groupe et autres. Mais en fait, on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut juste échanger, un peu de bienveillance, on discute, on essaie de comprendre pourquoi. Et le nombre de fois où on vous a présenté une idée et puis on vous a dit « ouais mais non, n'importe quoi », déjà on le prend en face, c'est dur. Et en plus, en prenant un peu de recul, on se dit « mais finalement, c'est pas bête ». C'est pas bête. Mais c'est juste ça, c'est pas être dans le monde des béné oui pour faire simple, mais c'est vraiment de le prendre, de se poser les bonnes questions. De se poser les bonnes questions et surtout de prendre le temps. Et puis une fois encore plus, oser. Si on n'ose pas, on ne pourra pas innover. Merci à toi de nous aider à faire cette prise de conscience et de toute cette passion que tu nous communiques. Merci à toi, bravo. Bravo à vous pour vos retours. Merci. Des belles valeurs, des belles inspirations. À tout de suite pour la conférence suivante.